Bienvenue dans Capital Santé, le rendez-vous hebdomadaire qui nous permet d'explorer les grandes questions de santé en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nous parlerons d'une thématique profondément ancrée dans nos sociétés, la pharmacopée traditionnelle en Afrique de l'Ouest. Dans ce numéro, nous allons plonger au cœur de cette pratique ancienne héritée de nos savoirs et de nos cultures qui continue de jouer un rôle essentiel dans les soins de santé modernes. Notre premier arrêt nous mènera aux abords du stade Iba Mar Diop, non loin du quartier populaire Médina de la capitale sénégalaise. Là, au détour des allées, des guérisseurs proposent des écorces d'arbres, des racines et décoctions, des produits naturels aux vertus multiples qu'ils transmettent de génération en génération. Notre reporter, Loïda Koul, est allé à leur rencontre pour recueillir leur savoir, mais aussi leurs défis face à la médecine moderne. Ensuite, nous irons à la rencontre de notre invité spécial, le docteur Moumini Niaoné, expert en santé publique. Avec lui, nous reviendrons sur cette question essentielle. Quel est aujourd'hui le rôle des produits traditionnels dans les soins de santé modernes? Peuvent-ils compléter, accompagner, voire inspirer la médecine scientifique contemporaine? Et pour enrichir tout ceci, nous irons aussi au Mali grâce à un reportage de notre correspondant Aliou Cham. Il nous fera découvrir un marché de pharmacopée à Bamako avant de pousser les portes de l'Institut national de recherche sur la médecine et la pharmacopée traditionnelle, là où les savoirs ancestraux rencontrent la recherche scientifique. Entre tradition et modernité, entre héritage et innovation, ce numéro de Capital Santé vous plonge au cœur de la médecine traditionnelle ouest-africaine, une pratique qui, loin de disparaître, pourrait bien façonner l'avenir de nos systèmes de santé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. D'abord, direction Dakar, autour du stade Iba Mar Diop où les guérisseurs ont élu domicile depuis des années. Chaque jour, on y trouve de tout, racines, écorces d'arbres, poudres et décoctions aux vertus multiples. C'est un marché vivant où se transmettent des savoirs hérités de génération en génération. Notre reporter Loïda Koul s'y est rendu pour nous faire découvrir l'ambiance et les témoignages. Il est 13h40, entre bruit de moteur, klaxon de voiture et vendeurs à la sauvette. Nous sommes aux alentours du stade Iba Mar Diop, non loin de la Médina, quartier populaire de la capitale sénégalaise. Ici, le long du mur du stade, nous apercevons des étals posés à même le sol, sur lesquels sont disposés des produits traditionnels, écorces d'arbres, emballages de poudre, peaux d'animaux, os, cornes, entre autres. Un mélange de produits qui dégage une odeur écœurante. Après un long moment d'attente, Ismaïla Sissé et Hamza Sissé, trouvés derrière leurs étals, acceptent de se livrer à nous. Travail des médicaments traditionnels. Moi, je viens ici peut-être 10 ans maintenant au Sénégal. Et j'ai trouvé mon père ici. Et pour lui que j'ai appris ça, il m'a montré beaucoup de choses. Je suis ici 10 ans. Je n'ai jamais avoir de problème parce que je connais mon boulot et je connais mon travail et j'ai fait ça avec expérience. Guérisseur, Hamza Sissé a appris ce métier dès le bas âge. Un métier qu'il exerce aujourd'hui avec détermination et dévouement. Grâce à cette activité, il se dit fier de ce qu'il est devenu. Il explique les maladies qu'il guérit et comment il reçoit les patients. Je viens les médicaments pour laver, comme par exemple quelqu'un qui a eu des problèmes de shaitani et aussi problèmes de maux de tête ou bien problème de hémorroïdes. Voilà. Si tu viens, je te demande est-ce que tu es parti aller voir votre docteur? Il t'a dit quoi? Si tu vas me montrer ton ordonnance, si je vois, c'est vrai, tu es parti voir ton docteur, il t'a dit ce problème, c'est médicament Olof qui a soigné ça, donc je vais continuer de te donner les médicaments. À côté de Hamza se trouve Ismaïla Sissé, un homme de taille moyenne. Il nous a aussi fait part de la provenance de ses produits et des différents clients qu'il reçoit. Les médicaments proviennent de divers pays. Il y a ceux qui nous viennent du Bénin, du Cameroun, du Mali, du Niger et du Nigeria. Les médicaments sont renouvelés à la fois et ils sont bien conservés. Ici, tous ces médicaments soignent. Des marabouts viennent acheter et toute personne qui en a besoin vient nous voir.
Selon Hamza, tous les membres de sa famille sont des guérisseurs. C'est un legs familial qui se transmet de génération en génération. Dans la famille de Hamza, les parents jouent un rôle essentiel. Ils collectent les produits et préparent les remèdes. Après préparation, ils procèdent à la distribution, nous explique Hamza. En famille, tout le monde c'est marabout. C'est un travail de famille en tout cas. Ça, c'est un travail traditionnel de notre famille. Maman et mon père aussi qui sont au Niger. Il va aller chaque dimanche en brousse, il va gratter ça dans les herbes, mettre ça dans le soleil, après il va taper ça sur choses, après il va partager ça. Pour Ismaïla, la vente des produits et des médicaments dépend des circonstances et de la période. Parfois les clients sont bien présents, tout comme ils peuvent se faire rares par moment. Le travail marche petit à petit, c'est comme tout autre vente. Parfois tu peux vendre une grosse quantité, mais des fois pour rentrer produit. La médecine traditionnelle demeure un recours essentiel pour certaines personnes. Elle reste un mode de traitement pour de nombreux patients qui sont en manque de moyens financiers. Voilà pour cette immersion au cœur du marché de la pharmacopée à Dakar, un monde où la nature est à la fois pharmacie et héritage culturel. Mais ces pratiques soulèvent aussi des questions. La pharmacopée peut-elle trouver une place déterminante dans les systèmes de santé modernes en Afrique de l'Ouest? Élément de réponse avec notre expert en santé publique, le docteur Moumini Niaoné, spécialiste en santé sociale communautaire et comportementale. Alors, je pense que la médecine traditionnelle joue un rôle très important dans la santé des populations, et ce bien avant l'arrivée de la médecine moderne sur le continent, et en permettant l'accessibilité aux soins et la proximité des soins dans certains endroits où il n'y a pas, vous voyez, des centres de santé modernes. Les gens se réfèrent toujours aux praticiens, même en ville aussi, à travers la phytothérapie. Quand vous partez dans les marchés, vous voyez des femmes qui vendent des feuilles, des plantes que des gens achètent pour laver les enfants, pour se soigner eux-mêmes. Donc la médecine traditionnelle joue un rôle très important, et des études qui sont menées dans certains pays occidentaux montrent que au moins 40% de la population dans presque tous les pays du monde utilise la médecine traditionnelle. Donc c'est très important. Voilà. Très bien. Donc, comment, selon vous, faut-il encadrer la pratique de la médecine traditionnelle, vu qu'elle est très importante, cela pour éviter, bien sûr, les abus et sauvegarder surtout l'aspect culturel et spirituel? Alors, déjà, il faut commencer par reconnaître que la médecine traditionnelle joue un rôle important. Et le fait de connaître cela permet déjà d'ouvrir une passerelle de communication et de collaboration entre les acteurs de la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Et aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé est à fond dans la médecine, dans la promotion de la médecine traditionnelle. Il faut savoir que ça a commencé dès les années 1976, donc plus de 40 ans. Et justement parce que dans les années 76-78, il y a eu une grande révolution de la santé où les acteurs ont compris que la santé au niveau des communautés jouera un rôle essentiel dans l'accès de la santé pour tous. Pour encadrer cela, il faut déjà accepter de faire des travaux de recherche. Il faut identifier les acteurs qui sont sérieux, les former, documenter ce qu'ils font, les identifier, leur donner même des immatriculations, des autorisations officielles de pratiquer leur médecine traditionnelle, ouvrir même dans les centres de santé pour que la collaboration puisse être institutionnalisée. Cela permettra donc d'éviter les dérives. Et justement, parmi les dérives, c'est quand, par exemple, les médicaments ne sont pas dosés, quand les acteurs parfois mélangent. Malheureusement, il y a beaucoup de charlatans aussi, qui prennent même des médicaments de la pharmacie, qu'ils écrasent, ils mélangent dans du charbon, etc. Et ils donnent aux populations en disant que c'est des médicaments traditionnels, malheureusement. Et
Voilà, donc il faut encadrer ça par une collaboration officielle institutionnalisée en faisant la promotion de la recherche, en faisant la documentation de ce qu'ils font. Oui. Et s'il y a voilà, ça permettra donc d'encadrer et même aussi de communiquer auprès des populations sur la nécessité d'être prudent, sur la nécessité de savoir quels sont les dangers auxquels on peut s'exposer si on ne collabore pas avec les praticiens qui sont reconnus. Parce qu'ils ont, je pense, par exemple, au Burkina Faso, c'est reconnu par le ministère de la Santé. Il y a même un département, une direction de la médecine traditionnelle. Et ils travaillent à cartographier les acteurs au niveau des pays, à dire, par exemple, tel praticien est beaucoup plus spécialisé dans telle maladie, et tel autre dans telle autre maladie. Et cette reconnaissance officielle et la collaboration avec la médecine moderne permet d'éviter les dérives et les charlatans et les différents faux médecins traditionnels. Du coup, docteur, cette collaboration dont vous parlez peut bien alors garantir la fiabilité des produits traditionnels dans les soins de santé moderne, c'est bien ça? Absolument. Alors, il faut déjà dire que de façon historique, il y a beaucoup de médicaments de la médecine moderne qui sont issus des pratiques traditionnelles. Même aujourd'hui, l'artémisine qu'on utilise pour soigner les populations sont venus de la médecine traditionnelle chinoise. C'est des textes anciens que certains chercheurs ont pu regarder et savoir que ce médicament-là peut être utilisé dans le traitement du paludisme. Et voilà, ça a donné de très bons résultats. Au Burkina Faso, il y a un médicament qu'on utilise dans le traitement, la prise en charge de la drépanocytose. C'est issu d'une observation d'un étudiant en pharmacie qui était en stage et qui a noté que les communautés utilisaient cette plante-là devant des crises de douleur et de nature drépanocytaire, et en collaboration avec ses enseignants, ils ont pu développer le médicament. Donc, oui, une collaboration entre les acteurs de la médecine moderne et de la médecine traditionnelle peut garantir la sécurité, l'innocuité des médicaments que pourront utiliser nos populations. Et vous avez parlé tout à l'heure de spiritualité, de culture, parce que justement, la maladie n'est pas seulement organique, elle est aussi son expression. Les comportements de recherche de santé sont formellement codifiés dans nos cultures. Et tenir compte donc de notre culture pour développer une approche d'offre de soins est fondamentalement important. Et cette collaboration donc peut améliorer la qualité et la sécurité des médicaments traditionnels. Très bien, docteur. Vous avez donné le cas de la drépanocytose tantôt. Dites-nous quelle autre pathologie spécifique face auquel la médecine moderne plutôt pourrait reconnaître une efficacité particulière de la médecine traditionnelle. Il faut déjà dire qu'en réalité, beaucoup de plantes sont utilisées, comme par exemple, si vous prenez au Burkina Faso, il y a une autre pour un autre produit un pharmacien d'ailleurs, Dr Dakio, si je peux me permettre de dire son nom, a développé pour la prise en charge de la toux, pour la prise en charge du paludisme et bien d'autres maladies que je n'ai pas tout de suite en mémoire. C'est la drépanocytose que j'ai. Le paludisme, comme je le dis, il y a beaucoup de plantes dans la médecine traditionnelle qui sont utilisées. D'accord? Et aussi, parce qu'en fait, quand je parle de médecine traditionnelle, je voudrais bien qu'on parle de l'Afrique, qu'on ne reste pas forcément figé. Le yoga est une pratique traditionnelle qui a été intégrée plus tard dans la médecine moderne, et aujourd'hui, c'est scientifiquement démontré que ça a un effet très important sur la santé mentale. Effectivement. La médecine traditionnelle indienne, qui a plus de 5000 ans, qu'on appelle l'Ayurveda, on a beaucoup de plantes qui s'y trouvent,
qui sont utilisés dans la prise en charge des maladies de l'enfant, dans la prise en charge de beaucoup de maladies. La médecine chinoise avec l'acupuncture et autres. Donc, et en Afrique, nous utilisons beaucoup les plantes pour prendre en charge les populations. Ouais. C'est à travers les observations de centaines d'années, de milliers d'années même si vous voulez, qui ont permis certaines pratiques. Je vous donne un exemple concret. Quand quelqu'un s'est suicidé dans nos communautés, vous allez voir les praticiens, notre culture traditionnelle dit « Ah, il y a quelque chose qui ne va pas » et généralement, c'est des choses qui reviennent dans la famille. Peut-être un saut de génération, mais quelqu'un dans la famille va peut-être aussi se suicider plus tard, etc. Mais quand tu es un spécialiste de santé mentale, tu te rendras compte que la dépression et certaines maladies liées à la santé mentale ont une bonne partie qui peut s'expliquer par la génétique. Il y a des facteurs génétiques qui existent dans la santé mentale et l'environnement peut favoriser leur développement. Donc, vous voyez que bien que nos parents ne puissent pas expliquer à travers les approches de richesse moderne, ils avaient aussi leur méthode d'accès à la connaissance pour expliquer certains phénomènes. Donc, c'est à nous, acteurs de la médecine moderne, les chercheurs, de trouver des méthodes innovantes de recherche et de collaboration pour permettre de développer et de stabiliser les approches de médecine traditionnelle. La difficulté se trouve dans le fait que nous n'interprétons pas les maladies de la même manière. Quand quelqu'un n'a pas de signes, nous, en Afrique, on a tendance à dire qu'il est en bonne santé. Et parfois, on soigne les symptômes sans soigner la cause même de la maladie. Je vous donne quelques exemples. Le diabète, quand quelqu'un est diabétique, généralement, son pancréas ne fonctionne plus bien et on doit lui donner des médicaments pour gérer en fait le taux de sucre. Mais il ne guérit pas du diabète, on gère le sucre. Mais la médecine traditionnelle, ils vont vous dire non, nous avons les médicaments contre le diabète. On n'a pas de médicaments contre le diabète. On peut avoir des produits, des plantes qui vont réguler la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, qui peuvent donc amener la personne à bien se sentir, mais pour une période donnée, si on ne le prend pas en charge de façon globale. C'est la même chose pour les hépatites. L'hépatite B, quand la personne, par exemple, a une flambée, une infection aiguë, il peut avoir la coloration jaune des mains, des yeux, et on peut lui donner des plantes qui vont faire que les symptômes vont passer, et le gars de la médecine traditionnelle va vous dire qu'il a guéri le patient, mais il ne l'a pas guéri en fait, il a fait passer les symptômes. Et si vous ne prenez pas en charge ce monsieur, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, il peut développer un cancer, il peut développer une cirrhose. Et donc, c'est l'effort de pouvoir mettre les différents acteurs ensemble pour leur dire, voyez, vous avez peut-être de très bonnes plantes pour gérer les symptômes. Mais pour gérer, par exemple, l'infection virale, il faut plutôt aller vers telle autre plante ou tel autre médicament. Sinon, on a le risque de perdre le patient dans plusieurs années. Alors, c'est docteur, ces différentes approches-là, oui. Vous l'avez dit tantôt, les différentes approches, l'interprétation qui diffère. Alors, quel espace de dialogue devrait exister entre les médecins modernes et les guérisseurs traditionnels? Par exemple, le ministère de la Santé, qui est en général l'acteur principal de la gestion de la santé des populations, pourrait créer des comités scientifiques, des espaces carrément même des directions. Par exemple, au Burkina Faso, il y a une direction de la médecine traditionnelle, où justement des pharmaciens, des médecins et des acteurs de la médecine traditionnelle se rencontrent régulièrement pour tabler sur des maladies qu'ils peuvent soigner, pour tabler sur même les composantes chimiques, biochimiques et thérapeutiques des médicaments, des médicaments qu'ils ont. Oui, et voilà. Donc l'espace, c'est d'institutionnaliser la médecine traditionnelle et donner l'opportunité de collaboration. Même dans les centres de santé, on peut ouvrir des unités de médecine traditionnelle pour que les gens puissent avoir accès donc à eux
pour la prise en charge de leur maladie, de façon complémentaire à la médecine moderne, qui ne règle pas tout. Et vous avez cité tantôt l'exemple du Burkina Faso en termes de collaboration, de bien sûr direction entre autres institutions mises en place. Donc, on peut dire que c'est un modèle réussi d'intégration de la médecine traditionnelle dans les systèmes de santé publics en Afrique de l'Ouest. On peut citer le Burkina Faso entre autres pays. Absolument. On peut citer le Burkina Faso. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup de problèmes à régler. Je ne suis pas de cette direction. Je ne voudrais pas parler en leur nom. Mais c'est un très bon modèle déjà, vu l'intention, le leadership qui existe. On peut dire que oui, c'est un modèle réussi d'intégration des acteurs traditionnels et modernes pour offrir une meilleure qualité de soins aux populations. Vous pouvez aller dans les centres de santé, vous verrez sous les lits des décoctions, des petits canaris que les populations se cachent à mener quand quelqu'un est malade et quelqu'un a une maladie chronique. Parce qu'ils n'arrivent pas à s'expliquer que cette maladie est complètement moderne. Mais plutôt que de les combattre, il faut se dire parlons-nous. Il faut se dire collaborons. Pour compléter cette réflexion du docteur Niaone Moumini qui partage l'exemple du Burkina Faso, nous allons retrouver notre correspondant Aliou Cham au Mali, un pays où la pharmacopée est particulièrement structurée. Notre correspondant a visité un marché de médecine traditionnelle à Bamako, puis l'Institut national de recherche sur la médecine et la pharmacopée traditionnelle, qui travaille à valider scientifiquement certains de ces remèdes. Dans ces marchés de Médine, situés au pied de la colline du pouvoir, des feuilles, écorces et racines de plantes soigneusement disposées au sol. Entre les étals, Nzie Koulibaly, herboriste, mène cette activité depuis plus de 20 ans. Les médicaments traditionnels sont très efficaces. Ce ne sont pas comme les comprimés de la médecine moderne, puisqu'ils n'agissent pas de la même manière. Lorsqu'une personne sous le traitement des plantes, elle doit le faire dans la durée. C'est en ce moment que le corps ressentira leurs bienfaits. Ces plantes que vous voyez guérissent de nombreuses maladies, telles que le paludisme et les infections. C'est ce que nos clients demandent le plus souvent. Chaque jour, des dizaines de clients défilent ici à la recherche des médicaments traditionnels. Pour eux, la médecine traditionnelle demeure une réponse accessible et efficace pour soigner les maladies chroniques, malgré les avancées de la médecine moderne. Je traite très souvent mes maladies avec des médicaments traditionnels. Tant que je ne prends pas des médicaments traditionnels, je ne suis pas soulagé. La semaine dernière, j'étais à l'hôpital et j'ai dépensé 35 000 francs CFA dans le traitement du paludisme. Mais j'ai rechuté. C'est pourquoi je suis venu chercher une plante pour guérir définitivement. Cette patiente que nous avons rencontrée justifie les raisons de son choix porté sur la médecine traditionnelle. Je souffre d'une maladie que moi-même je n'arrive pas à comprendre. J'ai fait des examens par-ci par-là, des bilans. Bon, finalement, on me dit que j'ai de l'hépatite B. Mais ce n'est pas aussi justifié que ça. On me demande d'aller faire un autre bilan ailleurs, quoi, en dehors des 2 bilans que j'ai eu à faire. En tout cas, je préfère les médicaments traditionnels que les médicaments modernes, vu son efficacité et puis le fait qu'il n'y a pas de produits chimiques dedans. Si les plantes médicinales continuent d'attirer les populations, la Fédération malienne des associations des thérapeutes traditionnels et herboristes appelle à la prudence face à l'automédication. Toumani Diakité est son secrétaire général. Les médicaments issus de la pharmacopée sont des médicaments que nous avons eu de nos ancêtres. La tolérance de ces médicaments-là, il y a plus de 50 ans, 100 ans que ces produits-là sont utilisés par nos ancêtres. Donc, un bon tradithérapeute quand même connaisse la toxicité, la tolérance des plantes médicinales qu'il utilise. On conseille les patients de ne pas se lancer dans l'automédication. Il y a des patients qui quittent au niveau de la médecine moderne pour venir à la médecine traditionnelle et nous disent
et ils veulent prendre les 2 médicaments ensemble. On dit non, il ne faut pas prendre les 2 médicaments. Quand tu sais que tu as quitté là-bas, tu n'as pas eu de bons résultats. Ici, là, il faut prendre les médicaments traditionnels, mais il ne faut pas les mélanger. Le Mali a créé depuis 1968 l'Institut national de recherche sur la médecine et la pharmacopée traditionnelle. Objectif, encadrer les pratiques et reconnaître le rôle de la médecine traditionnelle dans les systèmes de santé du pays à travers l'étude des plantes. Des avancées auxquelles se réjouit Maki Diop, praticien. Les médicaments traditionnels occupent une place importante dans notre système de santé. Il faut bien valoriser nos plantes car elles renforcent notre système immunitaire. L'OMS a fait plusieurs études dans ce sens pour mieux comprendre leur importance. Donc, j'interpelle l'État à s'impliquer davantage. Entre héritage culturel et enjeux de santé publique, la médecine traditionnelle joue un rôle essentiel pour de nombreux Maliens en quête de santé. De Bamako, Aliou Tcham pour la West Africa Democracy Radio. Un bel exemple d'articulation entre savoirs ancestraux et recherches scientifiques. Alors, la pharmacopée traditionnelle en Afrique de l'Ouest, entre héritage et modernité, nous voyons qu'elle reste un recours majeur pour des millions de personnes, mais qu'elle suscite aussi des débats sur son efficacité et sa reconnaissance officielle. Tout ceci dans la suite de notre entretien avec le docteur Moumouni Niaone. Il est expert en santé publique, spécialisé en santé sociale communautaire et comportementale. Et nous allons terminer par les mécanismes qu'il faudrait établir pour l'exploitation scientifique des plantes médicinales traditionnelles contre l'appropriation des laboratoires pharmaceutiques, docteur. Alors, il faut déjà, vous savez, il faut protéger nos acteurs à travers justement une reconnaissance officielle, une déclaration dans les institutions juridiques compétentes, de sorte que leur produit soit certifié et qui donc permet, avec des documents d'exploitation exclusifs pour ceux qui y travaillent. Et donc, ça permet de protéger leur découverte, leurs produits. Ça, c'est extrêmement important. Ensuite, les méthodes de recherche, c'est là que tout se joue. Vous savez, quand j'ai un médicament A qui peut soigner assez bien un patient, je ne peux pas décider de lui soumettre un médicament B sans être sûr que ce médicament soigne aussi bien que le médicament A. Parce que éthiquement, c'est pas possible. Éthiquement, je ne peux pas te soumettre à un traitement dont j'ai pas très confiance en sa qualité quand j'ai déjà un autre traitement qui peut soigner. Donc, ce qui fera que c'est difficile parfois de faire des travaux de recherche avec nos médecins traditionnels. Mais il y a ce que les gens appellent par exemple ethnopharmacie, où après l'utilisation des médicaments sur une très longue période, qu'on se rend compte que ça ne détruit pas les reins, ça ne détruit pas le foie, c'est pas neurotoxique. Et lorsqu'on connaît les principes actifs des arbres et des mélanges qui sont utilisés, on peut faire des inférences. Et certainement, si des acteurs multisectoriels, ça veut dire les médecins, les pharmaciens, les forestiers, les sociologues se mettent ensemble avec ces praticiens. Ils peuvent mettre en place des approches documentées, la philosophie qui est derrière la prise en charge, documenter les principes actifs qui sont utilisés et certifier juridiquement ces médicaments-là pour permettre donc qu'ils vivent aussi de leur science et que nos populations soient en bonne santé. Donc, voilà, c'est ce que je pense qu'on doit retenir. Et voilà. Et si j'ai peut-être un conseil à donner aux populations, c'est de dire que l'utilisation des plantes, des médicaments traditionnels peuvent être très bien, réduire le coût, améliorer l'accès. Mais il faut faire attention parce que quand on ne connaît pas les doses, quand les praticiens ne sont pas officiellement reconnus et tout, on peut risquer d'avoir des médicaments neurotoxiques, donc qui sont dangereux pour le système nerveux. On peut avoir des médicaments qui sont hépatotoxiques, donc dangereux pour le foie. On peut avoir des médicaments qui sont néphrotoxiques, donc dangereux pour les reins.
Et donc, il faut faire attention. Mais en dehors de ça, il y a de très, très, très bonnes avancées, de très bons exemples de médicaments qui sont dans les pharmacies, qui sont utilisés contre le palu et contre vraiment des diurétiques, donc qui aident à mieux uriner, etc., qui sont dans les pharmacies, dans les dépôts et qui peuvent aider la santé des populations. Merci à notre invité, le docteur Moumini Niaoné, pour son éclairage. C'est avec lui que nous refermons ce numéro de Capital Santé. Merci également à nos reporters Loïda Koul et Aliou Cham à Dakar et Bamako. Fin de votre magazine. Maman Tandour, je m'appelle. Rendez-vous la semaine prochaine.